youpi, dansons la carioca. Tant pis s'il faut dire à tout le monde au revoir. On est à Cannes. Et oui, wouh. Cannes jour 3, celui où il fait froid. Ouais, C'est vrai en C'est vrai que plus. c'est celui où il fait froid. Non mais tu les improvises, Ouais. c'est waouh. Je suis un peu poète. Putain. Troisième jour de notre aventure cannoise. Comment ça va les amis? Eh ben les gars, j'ai eu 7 heures de sommeil donc ça va Oh là très là, bien. oh la grasse matinée quoi. Eh, Eh bah, pas on nous. est foufou ici. On tourne à 3 heures de sommeil. Combien de café à peu près? Ah oui, alors hier on était donc sur 4. Ouais. Peut-être qu'aujourd'hui on va battre des records, on ne sait pas encore. Avant de commencer cet épisode, je vous invite à nous noter 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Cela permet de mettre en avant le podcast sur les plateformes de diffusion et donc ça nous aide énormément. Et si c'est déjà fait, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux parce qu'en ce moment on publie beaucoup, on est C'est assez vrai. actifs. Ouais. On n'a jamais autant publié de notre vie. Oui. Et donc si vous ne voulez rater aucune sortie par exemple d'épisode ou même retrouver toute l'actualité de Vendredi Ciné à Cannes, ça se passe sur les réseaux sociaux, surtout Instagram, mais TikTok aussi, voilà. Suivez-nous quoi. Suivez-nous. Voilà. On est rigolo. Hors contexte c'est bizarre, le suivez-nous mais... Ouais. Pas dans la rue s'il vous plaît. Aujourd'hui on a un programme très chargé puisqu'on va parler de 3 films en compétition. Donc nous allons commencer tout de suite sans plus attendre avec le premier film. Il s'agit de Nagi Note de Koji Fukada. On y suit Yori, une architecte divorcée qui rend visite à son ancienne belle-sœur Yoriko, qui elle est sculptrice dans le village de Nagi. Le village, pas le présentateur. Et oui, oulala. Ça peut porter à confusion. Tu m'as vraiment fait la Ouais. blague hier en plus en mode ah t'as vu Nagui. Ce séjour d'abord envisagé comme une simple parenthèse prend une tournure inattendue lorsque Yuri accepte de poser pour elle. Donc Nagi Note en compétition officielle, qu'est-ce qu'on en pense? C'était un peu lent hein. Ah. Ça va être... Allez, Ouais. c'est une première fois sur ce film. C'est un peu lent, hein. Bon, bah voilà. merci, on est Jade. critique ciné, hein, ou quoi? Non, bah du coup, moi je l'ai vu... Enfin, oula. Là, je l'ai vu il y a longtemps, en fait. Avant. Ouais. J'ai vu... Oui. T'as vu Avant-hier. 4 films entre temps quoi. Donc, Oui, ou c'est ça. 5, Donc là, je l'ai plus trop en tête. Non, mais... ouais, c'est un film qui m'a un peu ennuyée, je vais pas vous mentir, voilà. Je trouve que la deuxième partie du film s'en sort vraiment beaucoup mieux que la première. Et on va avoir du coup... Enfin, on peut dire que quand même, un des gros sujets du film, c'est les relations homosexuelles. Et surtout le point de vue des autres sur ces relations et comment on arrive à les vivre plus ou moins heureusement, quoi. Et ouais, honnêtement, c'est un film où je suis vraiment restée beaucoup en dehors, donc je serais un peu curieuse aussi de savoir ce que vous en pensez. Mais ouais, il y a plein de choses qui m'ont un peu troublée. Après, c'est vraiment pas un film que je vais beaucoup retenir, honnêtement. Moi aussi, je suis un peu du même avis que Jade. Voilà, c'était un film qui était où j'ai pas mal lutté quand même pour essayer de me vraiment m'impliquer dans la vie des personnages. Alors c'est vrai que le début, c'est vraiment quelque chose, une construction très très lente où vraiment on prend le temps de nous installer vraiment dans l'espace et surtout dans ce petit coin de campagne japonaise qui en fait, après voilà, c'est un procédé qu'il y a souvent dans les films japonais aussi, l'utilisation de la campagne très calme, ce genre de petite ville où tout le monde se connaît, je trouve que c'est un truc un peu récurrent. Peut-être à tout ce truc où chaque habitant connaît les manières de l'un l'autre, mais à chaque fois ils sont toujours en galère avec leurs propres sentiments et ils pensent toujours ceux des autres. Et c'est un Le pattern principe, un peu. même hors campagne japonaise, mais dans la campagne en général, Oui, le ouais. côté tout le monde se connaît, et donc c'est encore plus dur de vivre la vie comme on l'entend, parce qu'on a tellement peur du regard des autres, parce qu'il est encore plus présent, quoi. Donc voilà, c'est vrai que donc tout le film, j'ai pas vraiment réussi à m'attacher au personnage
dès le début, quoi, dès leur présentation, c'était un peu. Ils avaient un truc un peu de. Il y avait un peu une retenue, même dans la manière de montrer les émotions des personnages, et c'est ce qu'on retrouve aussi sur la fin, et qui au final devient un peu touchant. Et avec l'histoire des petits Keita et Haruki, donc les deux jeunes garçons. Et voilà, donc c'est un bon film japonais comme on pourrait y penser, et qui derrière amène tous ces non-dits aussi sur la culture japonaise, hein, où la non-acceptation totale, je crois que c'est même illégal dans le pays encore aujourd'hui d'être homosexuel. Ah, Ils peuvent pas se marier Ils peuvent pas se déjà. marier déjà, ouais. Ils doivent aller à Taïwan pour se marier. Ouais. Donc oui, effectivement, je pense que c'est, comme tu dis, c'est pas très bien vu, quoi. Et après, oui, on a quand même le personnage. Enfin, tu parlais de retenue. Je trouve qu'il y a quand même un personnage, donc celui de la sculptrice, qui est quand même beaucoup plus extraverti, je trouve. Enfin, qui justement Enfin, c'est assez beau de voir à quel point elle a quelque part un peu réussi à avoir sa vie en fait, et avec toutes les contraintes qu'impose le fait d'être lesbienne. Mais oui, c'est le seul personnage où vraiment, pour le coup, je me suis beaucoup attachée à elle. Alors que les garçons, j'avoue que ils étaient tellement dans une timidité extrême que j'arrivais pas à accéder à eux, en fait. Et moi, j'ai besoin, à un moment donné, dans un film, Mais puis d'avoir même, un peu accès à le eux. film nous met souvent à partir du regard des protagonistes féminins, donc Yoriko et Yuri, qui regardent donc la relation que les deux petits entretiennent, et on n'est jamais vraiment avec eux, et ils ont jamais vraiment une discussion qui nous amène à comprendre leur point de vue, etc. Enfin, ça arrive dans très longtemps par rapport au début, et donc c'est vrai que comme ça arrive après énormément de temps, et que les dialogues sont très étirés quand même dans leur construction, ça met beaucoup de distance. Ouais. C'est marrant que du coup vous revenez beaucoup sur cette relation, parce que c'est pas non plus le cœur du film, c'est pas l'arc principal, l'arc narratif principal, c'est surtout Yuri qui vient dans cette campagne pour se reconstruire, parce que la vie c'est pas facile, hein. Oui, Du parce coup, que oui, on l'a quand même pas dit, mais je crois que je l'ai dit qu'elle était alors divorcée. oui, elle est notamment. divorcée, et du coup là, c'est son ancienne belle-sœur en fait, Ouais. chez qui elle va loger. Et donc oui, effectivement, il y a tout ce truc où tu sens qu'en plus ils ont peut-être divorcé il y a un moment, mais elle en parle encore beaucoup de son ex-mari. Enfin, c'est un truc où effectivement elle a du mal à s'en sortir de cette relation, et à vivre quelque chose de nouveau. Mais ouais, ça m'a pas non plus, enfin, en termes vraiment de pure mise en scène, ça m'a pas. J'ai pas forcément voulu. Enfin, j'ai pas forcément vu ce que le réalisateur voulait en dire de cette situation. Après, voilà, comme je dis, je suis vraiment passée à côté du film, hein, honnêtement. Moi j'ai bien aimé. Mais, oui, je l'ai vraiment vécu moi comme une petite pause douceur au milieu de la frénésie cannoise. Petit bonbon. Ouais, un petit bonbon. Moi je trouve cette retenue, c'est ce qui fait que le film est assez touchant, hein, même dans sa mise en scène en fait. Il y a une mise en scène très présente, hein, avec des plans hyper signifiants, mais ça va jamais être outrancier. Et donc, ouais, moi je trouve cette retenue, cette sagesse qu'il a dans cette mise en scène fait que ouais, je suis admirablement surpris. Et que j'ai cité le personnage de Yuri qui vient dans cette campagne pour se reconstruire, mais ouais, il y a tout un discours justement sur la déconstruction puis la reconstruction, à travers notamment un parallèle qui est fait avec les sculptures de Yoriko, qui fait donc des figures en argile et en bois, si j'ai bien compris. Et du coup, quand les figures sont imparfaites, elle les détruit pour les reconstruire. Et ça va être ça avec tous les personnages. Souvent, les personnages, d'ailleurs, elle va les filmer comme des statues aussi. Elle va les enfermer dans le cadre. Ils vont être souvent immobiles dans l'image. Justement, ces personnages qui sont enfermés et qui vont devoir apprendre eux-mêmes à se reconstruire. Et même plus largement, là aussi, j'ai remarqué vis-à-vis du Japon en lui-même, parce que on est quand même sur un Japon bien d'après la guerre, hein, quand même. Et tu sens encore les stigmates de cette reconstruction qui a été hyper rapide, parce que je ne sais pas si vous le savez, le Japon
Après la Seconde Guerre mondiale, c'était pas ouf, quoi. Donc, Ils ont bouffé les 2 bombes nucléaires quand même. ouais. Et comment ces stigmates, en fait, sont encore présents, comme sont encore présents dans les statues ou comme dans les personnages. Donc il y a plein de parallèles comme ça qui sont faits. C'est hyper habile, c'est hyper malin. Et pourtant, il y a cette retenue tout le temps qui fait que, ouais, je suis... Alors, je rentre pas en émotion avec eux, mais je suis quand même attaché à ces personnages, moi. Ok. Bah, ça, tu m'as donné envie de voir le film alors que j'ai déjà vu, donc c'est dommage. Moi, j'aime bien les films aussi qui prennent leur temps. Enfin, je sais que dans le cinéma asiatique, ça se fait beaucoup. Voilà, faut y aller en étant réveillé aussi. Je préfère prévenir. Ouais. Non, bah, moi aussi, en plus, j'aime bien les films qui prennent leur temps d'habitude, mais ouais, ça arrive. Voilà, je ça arrive. je vois les qualités du film, honnêtement, mais moi, j'ai besoin de rentrer un minimum en connexion, quoi. Et il y a des moments aussi qui sont hyper chouettes. Il y a tout un moment, par exemple, un peu onirique comme ça, où Yori va allumer. Alors, je sais pas pourquoi elle allume le feu à des collines. Ça, j'avoue, j'ai pas trop compris. Mais en tout cas, elle va allumer le feu à des collines. Parce que le pompier l'a autorisé. Et ça va être... Cette phrase. Allez, vas-y, circulez. Et c'est à votre tour, madame. Ça va devenir un moment hyper onirique et c'est assez beau. Et encore une fois, des constructions, reconstructions, voilà, j'y retourne. Ou sinon, il y a une séquence très belle où t'as Yoriko, du coup, qui, pour sculpter Yori, va devoir prendre, je sais pas, c'est les mesures, ou en tout cas, va toucher les parties du visage de Yori. Et il y a un geste là-dedans, il y a une douceur qui s'en dégage, qui est assez fou. Et par instant, comme ça, il arrive à déployer une vraie douceur à travers ses personnages, à travers ses gestes. Et ça, c'est vraiment très très fort, je trouve. Est-ce que là, il concourt pour la Palme d'Or ? Honnêtement, je pense pas. Je pense. Ouais. Peut-être un prix d'interprétation. Non. Ah, moi, j'y crois pas. Non, franchement, je pense pas. Ok. J'y crois pas trop. Après, ça se trouve, ouais, depuis hier, là, on a dit, ouais, celui-là, pas du tout. Ça se trouve. Ou un petit prix du scénario, ou un prix, un grand prix. Même pas rien. Non, mais après, c'est forcément un peu compliqué. Enfin, là, on est au tout début du festival, donc on n'a pas encore beaucoup de comparaison. C'était, au moment où on l'a vu, c'était notre deuxième film de film en compétition. Oui, c'est ça. Moi, c'était mon premier. Donc, bon. Après, oui, si tu compares à la vie d'une femme, c'est mieux, je suis d'accord. Et c'était Nagi Note. Alors, est-ce qu'il y a une date de sortie pour Nagi Note ? Oui, le 7 octobre, il sortira dans vos salles de cinéma. N'hésitez pas à aller le voir si le pitch vous a intéressé. Quant à nous, direction l'Allemagne, puisqu'on va vous parler de Fatherland, donc de Paweł Polikowski, avec Sandra Hüller, Hans Zischler. On est en 1949 en Allemagne, juste après la guerre. Et on y suit l'écrivain Thomas Mann et sa fille Erika, qui, après avoir fui le pays, retournent dans cette Allemagne complètement détruite et divisée entre deux camps, et vont traverser ce pays à travers une Mercedes noire. Oui. Elle est très jolie, la voiture. C'est vrai qu'elle est très belle. Elle est très très belle. Quand j'ai vu Fatherland, je me suis dit, la compétition, elle commence. Pardon, c'est vraiment ce que j'ai sorti. Vraiment, on est sorti du film, les lumières sont rallumées, j'ai dit, c'est ça la compétition officielle. Donc voilà, je tiens à préciser que c'était... La VAR approuve. Ouais, c'est moi qui l'ai dit d'abord. D'accord. C'est Jade qui l'a dit en premier. Voilà. Non, mais c'est important. Pour moi. Oui, on est vraiment face à un grand film de cinéma. Paweł Polikowski, alors c'est un réalisateur qui peut-être vous dit pas grand-chose, moi je le connaissais pas honnêtement, qui a surtout réalisé des documentaires et qui est quand même habitué quand même de la croisette. Et il a beaucoup tourné donc avec son chef opérateur qui s'appelle Lukas Zahl, et c'est lui qui a permis de lancer sa carrière. Et Lukas Zahl va faire après La Zone d'intérêt et Hamnet, ce qui est des petits succès quand même en salle. Et là, Lukas Zahl revient pour le nouveau film donc de Paweł Polikowski. Et là, ce n'est pas un film documentaire, c'est bien un film de fiction, c'est son premier film de fiction. Et justement, j'étais hyper intéressé de me dire comment ce réalisateur documentaire va poser ce regard comme ça sur un récit pourtant très écrit. Est-ce qu'on va retrouver des touches de documentaire ? Ce qui est intéressant, c'est de la manière de comment il va filmer le réel,
sachant que tout ce qu'il va montrer est faux, puisque forcément c'est de la fiction, et ben il va partir sur un dispositif hyper intéressant où, à travers ce grain et cette image très composée souvent, et ben j'ai l'impression qu'il va recréer des photos d'archives. Et ça, je trouve ça hyper intéressant comme dispositif. Ça fait que du coup, chaque plan, je pense qu'ils doivent prendre 5 heures au tournage pour installer chaque plan. Ouais, par contre, je me disais vraiment, tu prends une capture d'écran de n'importe quel moment du film, c'est absolument magnifique. Ah ouais, Mais c'est... Les idées de cadre sont Mais dingues. comme tu dis, ouais, donc image d'archive, c'est le côté, ouais, tu prends une photo là, à ce moment-là, bah t'as une image Ça que t'explose tu la peux mâchoire, regarder. quoi, le truc, Mais ouais. c'est un... Enfin, wow, j'ai rarement vu ça. Ouais, c'est fou. Et en plus, alors moi là-dedans, en plus, j'y voyais une forme de fin de l'utopie d'une Europe démocratique. Là-dedans, à travers cette photo d'archives, et ben en fait, cet espoir d'avoir une Europe complètement démocratique, et ben regardez, c'est l'ancien temps. Mais ça n'arrivera pas. Et il y a comme ça tout ce pessimisme dans le film, toute cette noirceur. Le film est hyper sombre. Et ouais, ça fait que c'est hyper impressionnant. On a dit que du coup il y avait c'était l'Allemagne entre deux guerres, et moi je m'étais fait la réflexion qu'en fait c'est aussi quelque chose qu'on voyait peu au cinéma, et j'étais content de voir. Honnêtement, moi je savais même pas comment Tu veux dire après-guerre? ouais, juste après la guerre Non, comme t'as dit ça. entre deux Oui. guerres. Ah pardon. Oh là Parce que là. sinon, du coup, Ouais, c'est ça, pas la même période. Parce que surtout que là, ces derniers temps, on a eu beaucoup de films justement sur la guerre, même l'Allemagne pendant la guerre ou avant la guerre, mais juste après la guerre, pas tant. Et là, on est vraiment à la toute fin, quoi, 1949. Et donc, c'est vraiment, sujet hyper original et mise en image hyper impressionnante. Ouais, je suis totalement d'accord. Alors en plus, il faut le dire que le film est assez court. Ouais. Et moi, ça fait du bien. Enfin, honnêtement, quand le film s'est fini, bah, avec tout le monde, on s'est regardé en mode, mais c'est déjà fini. Mais quoi? Ouais. Parce que vraiment, j'aurais pu en avoir 1h22. beaucoup plus Ouais, pour le 1h22. coup. Je trouvais ça vraiment excellent. Moi, alors, du coup, comme tu disais, c'est vrai que c'est l'Allemagne d'après-guerre, c'est un truc qu'on filme un peu moins. Enfin, ça a été filmé à l'époque, mais il y a quand même des films assez connus là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est pas une période à laquelle on s'intéresse énormément. Ou alors, on va avoir des films comme c'était Goodbye Lénine, où ça parlait justement de l'Allemagne de l'Est. On va avoir aussi des films sur l'Allemagne de l'Ouest, etc. Oui, mais oui. c'est très rare d'avoir des films qui parlent des deux en même temps. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est ça, c'est qu'on va faire à chaque fois le voyage entre ces deux Allemagnes et de montrer donc déjà à quel point elles sont différentes et à quel point en fait ce n'est plus l'Allemagne, c'est l'Amérique et la Russie en fait. C'est vraiment le centre de le rideau de fer, voilà. Le centre du rideau de fer. Et donc ça va être montré notamment, moi ce qui m'a frappé tout de suite, c'était la manière dont il va montrer l'architecture des deux côtés, où en fait dans tous les cas on a l'impression que les personnages ils sont écrasés par cette architecture. Vraiment à chaque fois, en plus c'est donc côté Allemagne de l'Ouest, c'est une architecture très monumentale, hein. C'est quand même on voit des énormes halls avec des gigantesques escaliers. Enfin il y a ce côté, on voit le faste, tout ça, même alors qu'on est après-guerre justement. Donc il y a ce côté où tu te dis il y a plein de gens qui crèvent encore la dalle a priori. Mais on est dans l'élite, notamment l'élite américaine, et donc on va voir ça, mais les personnages sont toujours écrasés par ce truc, et on va avoir surtout donc le personnage du père qui va en fait faire des discours justement en faveur de la reconstruction de l'Allemagne. Et ce qui est drôle, c'est que donc il va faire les discours des deux côtés, et il est approuvé des deux côtés. Et donc tu te dis, si t'es approuvé des deux côtés, peut-être que ça sert pas à grand chose que tu racontes, parce qu'a priori c'est quand même deux côtés qui ont pas les mêmes idées sur la politique, sur le monde. Voilà, on a le capitalisme contre le communisme, ce qui est un peu l'opposé. Enfin voilà. Et donc de se dire en soi, est-ce que tu te convaincs pas que t'es en train de faire quelque chose d'important, alors que en fait t'as juste des belles paroles dans des endroits qui t'écrasent en fait, et qui dans lesquels tu ne fais que de la enfin c'est que de l'apparence quoi, c'est très superficiel, et du coup t'en viens à renier aussi des valeurs familiales, des valeurs plutôt personnelles, pour un dessin plus grand qui ne marche pas vraiment et qui te concerne plus vraiment en plus parce que t'as quitté le pays.
Donc voilà, c'est un film vraiment en 1h15 qui t'en met plein les yeux et qui te fait... Enfin moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de réflexions, encore une fois, sur la mise en scène et tout, alors que, bah voilà, on a un cadre, on voit plein de films, les films s'enchaînent. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment très théorique, quelque part, mais cette théorie-là m'a vraiment parlé et je pense que je le reverrai avec plaisir pour analyser ça plus en profondeur, mais c'était assez fou. Il y avait un peu d'émotion aussi à la fin. Oui, bah alors voilà, il y a notamment la toute dernière scène, je disais, si ça avait duré un peu plus longtemps, je pense que j'aurais lâché ma petite larme, ce qui est assez drôle parce que le film est quand même très froid, notamment avec le personnage du père, mais qui justement, va montrer quelque part son humanité à la toute fin, et cette humanité-là, elle m'a plutôt touchée. Mais justement parce que avant ça, on a genre 1h10 de froideur assez intense. Ouais. Parce que justement, le père, il va il va discourir sur son humanité et jamais la montrer émotionnellement dans les traits du visage, etc. Il est toujours très très froid et un visage très fermé aussi. Son discours, pareil, il est appuyé par juste une émotion sur les mots, mais jamais avec une émotion sur le visage. Et on est toujours aussi très loin de lui, hein. La caméra est jamais vraiment très proche quand il fait ses discours. C'est soit vu du point de vue de sa fille, soit on est vraiment très reculé dans la salle, pour montrer l'endroit aussi. Et pour revenir aussi sur l'architecture, il y a aussi quand même c'est obligé de passer par là, parce que en fait c'est une réutilisation de l'architecture nazie aussi. T'as tous ces grands monuments dans lesquels ils font des réceptions, où Sandra Hüller justement a cette réflexion de se dire tous ces gens là qui viennent pour la réception du discours de mon père, et en fait qu'est-ce qu'ils faisaient en 44, qu'est-ce qu'ils faisaient en 43, qu'est-ce qu'ils faisaient en 42, et ils faisaient pareil, ils faisaient exactement la même chose, ils viennent juste dans le contexte récupérer les miettes qu'ils peuvent d'événements ultra importants avec des personnalités. Et voilà, c'est juste une époque qui change, et donc cette Allemagne qui à la fois qui se divise à cause donc de cette division du pays, Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest. Et le film est super intéressant, et je viens de lire une petite critique qui dit qu'en fait c'est le Wes Anderson ultra dépressif. C'est vrai que ça fait un peu avec les plans larges et hyper composés. Ouais, c'est vrai. Et puis mais il joue beaucoup sur la symétrie et tout. Ouais, c'est vrai. C'est drôle. Wes Anderson. Et aussi, un dernier truc pour la comparaison aussi entre les deux, il y avait aussi toute l'utilisation de la culture comme justement presque une arme en fait. Où donc d'un côté on va avoir par exemple pendant la première réception une chanteuse, pour le coup c'est très ça fait limite années 20 quoi, c'est un peu c'est très entraînant, elle a une robe de soirée à paillettes, elle est blanche et blonde, il y a ce côté très vivant et très et à côté de ça on va avoir une chorale, plusieurs chorales, même une chorale d'enfants puis une chorale militaire, et donc montrer comment on utilisait la culture des deux côtés, ou même pour les mêmes dessins en fait. Oui. Donc et encore une fois comme une arme et comme un outil presque de propagande, plutôt que comme justement comme aujourd'hui on aimerait le voir aussi comme une force d'opposition à ces idées politiques. Donc voilà, là c'est comment les politiques se servent de la culture. Moi je même que le personnage est c'est aussi le but le dessin du personnage qui est présenté par les deux côtés, il est envoyé comme ambassadeur de la culture. Et justement, c'est ce qu'on retrouve énormément du côté URSS, où justement, il lui propose même le poste de ministre de la culture. Voilà. C'était pour montrer que l'Allemagne n'était plus l'Allemagne, et donc comment ces pays, les États-Unis et l'URSS vont essayer d'imposer leur culture et essayer de la transformer un peu version allemande. Donc là, la chanteuse, pour moi, c'était vraiment Marilyn, tu vois. C'était la figure de Marilyn Monroe qui va siffler à un moment même. Et là, je m'étais dit, ok, donc là, c'est bon, je pense avoir compris la référence. Et même, du coup, le côté URSS où ils vont chanter avec des mélodies, en tout cas, qui sonnent très soviétiques, et pourtant des paroles
écrite en allemand, et comme ça, il y a une forme de dissonance. Tu sens que ça sonne faux, et je trouve ça assez fou, ouais. Ouais, et comment aussi, genre, ils essaient de transformer leur culture en version allemande et de prendre la culture allemande et de la tirer vers eux Ouais. en disant, bah, genre, oui, ça nous appartient. Genre, Goethe, il y a ce côté des deux côtés en mode, bah, le prix Nobel. Et il y a un autre prix de Goethe à Weimar. Et du coup, il y a ce côté en mode, non, il nous appartient à nous, parce que c'est nous la vraie Allemagne, en fait. Ouais. Ils font une colonisation intra-européenne. Ouh là là. Ça, c'est un mot technique, attention, là. hein. Ouh là là. Ouais, j'aime bien. Oh, ça chauffe Ça le vient de cerveau, me là. percuter. Non, mais ça vient de me percuter, c'est que. Enfin, ouais. T'as des éclairs comme ça. Théoricien de la Mais géopolitique. non, mais c'est Romain, marrant parce que tu du coup, nous non, avais mais c'est caché marrant. ça. Mais c'est marrant parce que du coup, t'as les Américains ex-colonisés par les Européens qui viennent recoloniser un pays en plein milieu de l'Europe. Vraiment, l'Allemagne, il n'y a pas plus milieu Europe que ça. Voilà, avec leur culture, etc. Enfin, oui, intéressant, mais. Ouais, vis-à-vis de l'histoire qui écrase les personnages, t'as notamment beaucoup de top shots sur Sandra Hüller, et ça, à chaque fois, ça te fout les frissons, quoi. T'as l'impression que t'as une épée de Damoclès au-dessus d'elle, c'est hyper fou, quoi. Ce qu'on ressent pas mal aussi avec le début du film, moi je me suis dit, ça peut peut-être partir un peu en thriller, parce que justement on présente donc les personnages autour d'eux, qui sont une sorte Oui, de t'as la sécurité CIA rapprochée et avec tout la qui vient, CIA, etc. Et je me dis, ok, on peut partir. Il y a un truc où je me retrouve en étant dans une tension qui n'est pas très présente dans la manière, enfin dans la mise en scène, mais qui est juste avec un personnage qui intervient sur 2 phrases, qui juste s'introduit en disant je suis de la CIA, et tu dis putain, déjà ok, CIA, tu fais le lien agent secret, protection, ils sont peut-être en danger, et tu dis comme c'est une personnalité politique et publique, est-ce qu'il va pas se passer quelque chose? Et voilà, donc ouais, j'étais c'est tendu quand même une bonne partie du film à me dire, parce que bon, on est quand même dans le post-nazisme, mais et aussi surtout la guerre froide qui en approche, quoi. Et tu dis, il y a un monde où c'est un truc de fou peut se passer et casser toute cette construction de plan bien cadré, ça bouge pas, voilà. Notamment le passage entre les deux Allemagnes, où un soldat va demander à Erika de sortir de la voiture, et nous on va rester à l'intérieur de la voiture, on ne saura pas ce qui se passe. Et honnêtement, moi je me disais peut-être ils vont la buter, peut-être tu projettes énormément de choses, quoi. Et là sur cette scène, ouais, c'était on retrouve pas mal ce que tu as dit. Donc Fatherland qui n'a pas de date de sortie pour l'instant, mais quand il sortira, évidemment vous devrez aller le voir. Palme d'or ou pas Palme d'or? Je sais pas pour la Palme d'Or, mais je pense que ouais, il peut facilement Il sortir peut avec sortir un avec un prix, prix. hein. Prix de la mise en scène peut-être. Ouais, peut-être. Ouais. Sûrement. Ou prix d'interprétation aussi pour Sandra. Sandra est une très grande actrice. Hein. Ah oui, Franchement, non, mais elle est excellente. Hein. Mais ouais, En plus, je elle a dirais, elle a voilà. son petit moment. Moi, je parie sur mon petit prix de la mise en scène. Ok. Maintenant, 3e film en compétition, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Histoire parallèle. Comment tu fais pour écrire ces histoires? Comment tu les inventes? Pourquoi tu veux savoir? Alors, Histoire parallèle qui sort en même temps à Cannes et dans vos salles de cinéma, donc que vous pouvez vous-même aller voir actuellement en salle, réalisé par Asghar Farhadi, réalisateur iranien très connu, qui a déjà reçu le prix du meilleur scénario à Cannes, et plein d'autres prix même. Palme d'Or. Et Palme d'Or aussi. Ah ouais, Palme d'Or. Une séparation, c'est une Palme d'Or. Ok, stylé. Bon, en tout cas, il a beaucoup. Il est habitué de la croisette, quoi. Et avec, comme on a dit, sacré casting, puisqu'on retrouve Isabelle Huppert, Virginie Efira, Pierre Ninet, Vincent Cassel, Indy Air, ouais, je sais pas si ça se dit comme ça, mais aussi Catherine Deneuve qui fait une apparition. Ouais. On va faire une micro. Est-ce que c'est utile d'avoir Catherine Deneuve pour ça? Je ne sais C'est pas. c'est pour Laura. Je pense que c'est un flex, ouais. Ouais. Je peux le faire, donc je le fais. Ouais, c'est un peu ça, oui. On y suit Sylvie qui, en quête d'inspiration pour son nouveau roman, espionne ses voisins d'en face. Quand elle engage le jeune Adam pour l'aider dans son quotidien, elle ignore que celui-ci va bouleverser sa vie et son travail jusqu'à ce que la fiction et le réel commencent à se brouiller. Une durée, 2h20.
Voilà, maintenant, dites-vous, vous mettez tous ces acteurs-là dans 2h20 de film et essayez moi, de pas vous endormir. Ça me dérange pas en soi. 2h20 de Pierre Ninet, je sais pas, bon, allez, 2h20 de Virginie Fira. Oui, pourquoi 2 pas. heures de Virginie Fira, y a aucun Non mais voilà, souci. c'est 2h20 de tous ces acteurs dans le même sac. Voilà, tu vois, que tu mélanges bien et voilà. Parce que de ce film, ce que j'en ressors, c'est qu'en fait, il y en a deux. Moi, je trouve qu'il y a deux films, dont un qui fonctionne bien et l'autre qui coule totalement et qui Parce que c'est une histoire m'ennuie. pareille, en Ouais, fait. qui m'ennuie au plus profondément. Et voilà, moi, si je devais rester vraiment sur le seul point positif, c'est l'histoire de Isabelle Huppert et de Adam. Donc, cette histoire de l'écrivaine avec ce jeune homme qu'elle recueille chez elle et qui devient un peu son aide une sorte de support émotionnel, on va dire. Ouais, on Voilà. sait pas trop ce qu'il fait, Voilà, enfin, à part faire non, le mais il y a des ménage gens, et être... il y a des gens, ils ont des chiens de Oh, support émotionnel. Voilà, Isabelle Huppert, elle a Ok. un SDF de, voilà. Ouh là là. Oh là là, je la garde en montage, ça. Ça, je la garde en montage. Ah, ça va être cancel vraiment. Hein. Non. Bah attends, tu veux que je dise c'est un peu ça quand même. Ah oui, non, mais elle Ouais, le traite c'est- ah oui, oui. un Bah, c'est- peu comme ça. c'est son non, ami. non. Non, Ouais, faut qu'elle être- paye. doucement. Moi, je paye mes amis. Ouais. Pour moi, je suis pas payée, moi. On touche pas d'argent pour ça l'instant. arrive, le virement, là, il prend du temps. Mhm. C'est la banque. Bon, voilà, donc un film vraiment très long qui nous a pas laissé un très bon souvenir de cette salle Debussy quand même, qu'on a quitté un peu dans la rage, enfin dans la haine. Alors, voilà, Fallait voir Romain nos têtes. a eu des mots que je ne répéterai pas ici. Non, on serait censuré là. C'est pas comme si Lucas l'avait dit 10 000 fois à peu près. Mais Je ne suis pas Lucas, donc je ne me permets pas de voler sa place. Oh, tout à fait. c'est fair play. Mais voilà, il a dit des trucs par rapport notamment au public qui a réagi d'une manière un peu bizarre à certains moments. Mais bon, ça m'a énervé aussi, j'avoue. Alors moi j'ai rattrapé donc c'était quoi le nom de ce film? Le client là Oui, Le Client. Ouais voilà. T'as commencé à regarder sur ton PC dans la salle de room, La Oui, oui. break area. break area. Bah moi j'avais jamais vu aucun film de Ashgar Farhadi donc voilà, je voulais voir un peu à quoi m'attendre parce que j'avais honnêtement avec la bande-annonce de Histoire parallèle j'avais un peu peur et donc ça m'avait rassuré de voir le client. Je me dis ah oui bah, du coup je crois que c'est assez pris du scénario justement et je me dis ah oui bah effectivement il sait écrire des bonnes histoires, il sait comment les mettre en image. Il y a beaucoup de tension dans le film, c'est vraiment très très fort. Mais je ne vais pas parler de ce film-là puisque on parle d'histoire Eh parallèle. merde. Au début, j'étais un peu mal à l'aise. Moi, toute la première partie, je trouve, elle marche pas avec Adam qui est recueilli par Isabelle Huppert, et surtout que on va voir en image l'histoire qu'imagine Isabelle Huppert en espionnant ses voisins. Donc c'est un peu comme Fenêtre sur cour en fait. Quand on va mettre en image l'histoire qu'imagine Isabelle Huppert, je suis un peu mal à l'aise, notamment sur le traitement du personnage de Virginie Fira dans l'histoire de Sylvie, je crois, ça s'appelle. Oui, c'est ça. Voilà. Dans l'histoire de Sylvie, où globalement l'histoire me dit ah ouais, les femmes, hein, c'est comme toutes des connasses. Regardez Pierre Ninet, le pauvre, c'est un pauvre homme. Il espionne sa femme, mais c'est un pauvre homme. Et j'avais vraiment un truc un peu mascu, quoi, qui en dégageait. C'était hyper étrange. Et surtout que le film nous insulte un peu en tant que spectateur au début, quoi. Comme il y a toute la mise en abîme à travers cette écrivaine qui est du coup scénariste de l'histoire et qui retrouve son éditrice et qui lui dit c'est nul, c'est désuet, pour nous dire que si on n'aime pas le film, c'est parce que on est des bourgeois déconnectés, on ne connaît pas le réel, nous spectateurs, alors que le personnage d'Adam, regardez, il lave ses chaussettes dans un lavabo, lui seul peut aimer cette histoire, parce que lui seul connaît vraiment le réel. Et je me disais, mais tu te fous pas un peu de ma gueule, enfin je... Ouais, alors il se moi fout il y beaucoup de avait notre aussi gueule. ce côté, enfin du coup toujours dans le foutage de gueule, mais le côté au moment où elle dit ça, je me dis c'est exactement ce que je me disais du film. Oui. Tu vois, c'est convenu, c'est machin, et en fait du coup tu te dis ah ouais, en fait à partir de maintenant le film va vraiment commencer quoi. Ouais. Tu vois, dans le sens où Ouais. après on va arriver sur la réalité et donc même dans le jeu des acteurs. Ça change du tout au tout. Bah hein. ouais. Honnêtement, notamment Pierre Ninet dans la première partie, je me disais waouh, c'est chaud de jouer Ça aux va être images. chiant 2h20 avec ça. Là. Ouais, c'est ça. Enfin, même tous, ils avaient vraiment des jeux Ouais. auxquels on n'est pas habitué. Enfin, tu Avec vois, on des peut, dialogues très écrits. on peut ouais. dire ce qu'on veut de
tous, c'est des très bons acteurs, honnêtement. Et donc là, je me disais, pourquoi ils jouent comme ça? C'est bizarre. Et donc, on comprend que c'est l'histoire inventée par Sylvie. Mais du coup, tu dis, putain, allez, à la limite, je peux comprendre que tu as envie de faire ça, mais tu me fais pas une demi-heure Oui. de ça, quoi. C'était long, avec des gens qui jouent mal, avec des personnages qui sont caricaturaux au possible. Enfin, ok, je comprends ce que tu... Enfin, même, j'en parlerai après, mais j'ai du mal à comprendre le but du film, honnêtement. Je comprends ce que tu essayes de faire, là. Mais 30 minutes, j'ai pas ton temps, en fait, Asghar. Sauf que moi, au moment où je vois cette scène, moi, je le vis vraiment comme un contre-Uno, parce que je m'attendais vraiment à ce que le film soit comme ça tout le temps. Ça faisait vraiment contre-Uno de... j'ai lâché cette carte de l'éditrice qui dit que le film est désuet, donc le film ne peut pas être désuet, parce que j'ai du regard sur ma propre œuvre. Et je me disais, oh là là, ça va être hyper chiant. Et comme t'as dit, au final, il va contrebalancer ça, et ça va devenir autre chose. Et je me suis dit, ah, ok, il m'a piégé, effectivement... 30 minutes quand même, c'est un peu long et j'ai failli me tirer une balle, mais après ça le film, il va y avoir je pense pendant 20-30 minutes au milieu du film que je trouve qui sont assez réussis. Le film va être hyper habile, hyper malin dans son écriture, où il va mélanger le réel, l'imaginaire et le livre, et tout ça vont se répondre, s'entrecroiser, et ça je trouve ça hyper malin, hyper bien écrit, parce que ça, pour le penser, ça doit pas être facile, honnêtement. Et là, je me dis, ok, là, je prends vraiment beaucoup de plaisir. Là, je comprends du coup l'intention du film. Puis vient la fin, où je me dis, c'est odieux. C'est odieux. Je comprends pas pourquoi tout envoyer chier comme ça, quoi. C'est dommage. Allez, prenez. Ouais. Il drop de la mie de pain comme ça. Oh, putain. Je suis assez d'accord avec toi, Elliot, notamment le milieu où je commence à me dire, ah ok, bon, allez, vas-y, je t'excuse presque, hein. Les 30 minutes, si ça continue comme ça, allons-y. Et puis vient, il y a un moment, on peut juste dire un moment de violence qui va du coup impacter toute la fin du récit, et qui est vraiment odieux, parce que ce moment de violence, et même l'après du côté du personnage victime, je te trouve il y a des trucs qui sont plutôt bien écrits, mais de l'autre on va essayer de s'amuser de cette violence, en tout cas il y a beaucoup de gens qui ont ri dans la salle, et donc on s'est un peu posé la question, effectivement, est-ce que c'était fait exprès, même s'il y a vraiment des dialogues notamment qui sont surappuyés là-dessus, où tu te dis, bon, là, tu sais bien que quand t'as écrit ça, tu t'es dit, ça va être drôle. Parfois des plans larges pour montrer le malaise. Mais justement, ça, c'est du malaise. Quand tu filmes le malaise comme ça, c'est du malaise comique. C'est, oh là là, c'est un peu long, c'est gênant, c'est trop marrant, quoi. Et même, il y a tout un truc sur le quiproquo aussi, d'un personnage qui ne comprend pas. Et j'ai l'impression qu'on s'amuse avec ça. Et je me dis, mais t'as pas honte, mais t'as un putain de dégénéré, quoi. Ouais, je suis vraiment très mal à l'aise avec ça. Je suis sortie du film bien énervée par rapport à toute cette fin-là, et énervée contre tout le public de la salle de Bussy, voilà. Et puis avec une scène... Alors, on voit un tout petit bout de cette scène dans la bande-annonce, mais la scène de bagarre sur le quai du RER. Voilà. Pour le coup, là, j'ai ri. On arrive du film. Ah oui, je me suis foutu de la gueule du film, hein, mais vraiment, on n'était pas les seuls aussi. Mais vraiment, j'étais là, mais c'est avec Pierre D qui est en mode lâche-moi, je veux lui péter la gueule. Non, tu ne peux pas faire ça. Ça fait bagarre de collégiens. Oui. Ah ouais. Deux mecs savent pas se battre. C'est gênant. Ça se tape dessus. Et puis, alors, donc, tous les personnages masculins du film sont catastrophiques, mais bon, ils les montrent comme ça pour le coup, voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Comme tu l'avais un peu dit aussi, Elliot, il y a ce côté, à un moment donné, tu vas avoir un personnage, des personnages qui suivent les autres, et des personnages qui espionnent les autres. Et en fait, comme tu dis, t'as le bon harceleur et t'as le mauvais harceleur. Et en fait, tu te dis, mais du coup, ça repose sur quoi, le bon harceleur ou le mauvais? Du coup, j'ai pas trop parlé de mon rapport à Asghar Farhadi, mais donc moi, j'avais notamment vu une séparation, comme beaucoup de gens, que j'avais absolument adoré. Et une séparation, ce qui est assez drôle là-dedans, c'est que, comme le titre l'indique, on va suivre un divorce. Voilà. Sauf que donc, bon, a priori, tu le pitch et tout, tu dis, ouais, ok, une histoire de divorce en Iran, bon, ma foi, c'est assez commun. Et en fait, non, le film va te parler de lutte des classes.
avant tout. Et donc la séparation, c'est entre les classes bourgeoises et les classes, les classes ouvrières, en tout cas, bref, plus précaires, quoi. Et donc, du coup, même avec la bande-annonce et tout, je me disais, ça va sûrement être ça. Asghar, il a plus de choses à nous dire que ça. Bah non. Non. Honnêtement, non. Tout ce que, du coup, tout ce qu'il y a un peu de théorique là-dedans, c'est le côté... on va avoir la fiction qui s'inspire du réel et le réel qui s'inspire de la fiction. Et donc, du coup, avec, comme on disait, ça brouille un peu les pistes à ce niveau-là. Mais je sais pas ce que ça veut me dire de ça, en fait. Et je trouve qu'on est vraiment sur... il veut donner une allure un peu de thriller... un peu nul. Enfin, je m'en fous des enjeux, en fait, du film. Ça m'intéresse pas. Ça fait vraiment petit film où, justement, on va s'amuser sur les quiproquos, sur qui a fait quoi. Enfin, vraiment un sous-fenêtre sur cours. Oui, c'est ça, mais vraiment, je ne comprends pas ce qu'il a voulu faire avec ça. Ça dit rien d'intéressant, notamment dans le film, il y a beaucoup de questions quand même sur justement sur les classes et sur les genres aussi. Comment on va traiter, il y a beaucoup de différences. Comment on va traiter les personnages masculins, féminins, plus précaires, plus aisés, notamment avec le lien entre Adam et Sylvie, où Sylvie, vraiment, il y a des moments, comment elle lui parle. C'est de l'esclavagisme. Voilà, tu parlais d'un chien, vraiment, on n'est pas loin de ça, hein, putain. Donc ça, vas-y, je veux dire, donne-moi plus là-dessus. Et non. Il a rien à m'en dire. Il s'amuse juste avec en fait, vous croyez que c'était l'histoire ? Eh ben non. Super. Et puis c'est encore un film français où une riche bourgeoise aide un pauvre prolétaire à s'en sortir dans la vie grâce à son art bourgeois savant, parce que elle sait et lui il ne sait pas. Elle lui passe de la poésie et il aime bien. Oh là là. Et puis ok, au début, elle le paye, etc. Mais à la fin, ils deviennent amis quand même. Et en fait, elle le protège et les gens ils pensent carrément que c'est sa mère. Non. Stop. Non, je suis gênée par ce film. Vraiment, c'est une énorme fausse route. T'as le personnage vraiment d'Adam qui... j'arrive pas à vraiment comprendre son cheminement. Parce que franchement, on parle d'un mec qui vit dans la rue, qui doit dormir, je pense, pas tous les soirs sous un toit. Et d'un coup, il a une opportunité comme ça et il pense plus à sa vie, quoi. Donc ça devient plus... c'est même plus la survie, on parle vraiment d'un gars qui, au final, se retrouve à avoir une obsession sur un truc et ça y est, on parle plus de lui. Oui, oui. Et vraiment, tous ses désirs sont projetés à partir de l'histoire de Sylvie. Et il va lui-même partir en quête de vérité, comme ça, sur un coup de tête. Et je trouve, j'arrive pas le personnage à rationaliser le récit de Adam, en fait. Oui, je suis d'accord. Et du coup, le personnage n'existe plus vraiment. C'est juste un vecteur. Ça devient un prétexte pour créer du conflit dans le récit c'est ça, et dans la vie des autres. Un vecteur d'enquête, en fait. C'est lui qui va être notre point d'ancrage pour la découverte de la réalité et tout. Mais je suis d'accord que ça ne devient plus vraiment un personnage. Ouais. Et ça, c'est un gros problème. C'est lui qui va aussi donner l'impulsion d'une certaine paranoïa aussi chez les autres qui habitent en face, les trois protagonistes de l'histoire de Sylvie. Et il va bouleverser leur vie à eux. Mais franchement, c'est... Et puis derrière ça, en même temps, tout le truc que Sylvie écrit à propos d'eux, on a des passages aussi où elle raconte donc des choses, parce que tout le début du film est fait en jeu. C'est la première personne, c'est elle qui raconte l'histoire. Il y a une petite voix off par moment. Et elle met aussi des choses de sa vie personnelle, donc la vie personnelle de Sylvie, dans le récit. Qu'au final, elle vient détruire sur la seule scène où on a Catherine Deneuve, où en fait elle nous dit c'est pas vrai du tout ce que j'ai raconté là. Et à chaque fois, voilà, t'as toute l'histoire qui nous est racontée comme ça. Et le personnage de Sylvie, jamais il s'interroge sur pourquoi elle a eu cette vision-là, pourquoi elle a imaginé ça, pourquoi elle met des choses qui sont fausses, qu'elle dit pourtant être de sa vie.
Donc, et ça ne nous dit jamais vraiment si elle a vraiment vécu ces choses-là, si... Enfin voilà, c'est un truc incompréhensible et je suis très très déçu du film. Et voilà. C'était Histoire parallèle. C'était Histoire parallèle. N'hésitez pas à vous faire votre propre avis en salle puisqu'il est actuellement. Mais bon, en tout cas, c'est pas un Vous film. pouvez vraiment faire parallèle et ne jamais toucher ce film de votre yeux. Oui, voilà. sinon. Quant à nous, il est temps de passer à un autre film que seul Jade a vu. Encore. Puisqu'il s'agit de El Descielo de Manuela Martelli, qui concourt donc dans la catégorie Un certain regard. Pour l'histoire, on est au Chili en 1922, où le pays est encore marqué par des années de dictature. Et alors qu'elle est gardée par ses grands-parents dans un hôtel, Inès se lie d'amitié avec Anna, une jeune sportive venue d'Allemagne. Mais lorsque celle-ci disparaît sans laisser de traces, l'enfant cherche à comprendre où est-ce qu'elle est passée. En 1922 92. Ouais. Parce que je me disais, ça n'a aucun sens que ça en 1922. Et en fait, le film, je me dis, Ouais, alors, c'est un film, je n'en savais absolument rien avant d'arriver dans la salle, et je pense que c'est assez cool quand même de le découvrir comme ça. C'est un film qui m'a beaucoup plu. Alors, tout à l'heure, tu parlais pour Nagui Notes d'un moment un peu de douceur et tout. Là, je trouvais qu'il y avait vraiment de ça, même si il y a des problématiques assez dures par moment, où notamment on va avoir une disparition, voilà, je peux juste dire ça, mais par contre en fait cette douceur elle est amenée par le fait notamment qu'on suit l'enfant, on est vraiment tout le long de son côté à elle, et donc on va voir en fait comment nous en tant qu'adultes, en tant que spectateurs, on va découvrir comment les adultes arrêtent pas de manipuler cet enfant, et comment elle essaye de faire le bien. Et donc je trouve qu'il y a un peu cette idée tout le temps que notre instinct principal c'est d'essayer de faire le bien pour les autres, et que en tant qu'enfant c'est ce qu'on a comme réflexe, et que on perd ça avec l'âge adulte. Et donc notamment ça va se traduire par, donc on a ce personnage d'enfant, la personnage de l'adolescente qui a 15 ans et qui, pareil, est un peu dans cet entre-deux-là, qui commence aussi à manipuler un peu tout le monde, à beaucoup mentir, parce que elle veut... parce que quand t'es sportif de haut niveau, c'est pas facile la vie, honnêtement. Et que du coup, elle est très bridée. Donc elle commence à avoir un peu ce truc-là de manipuler. Et puis après, on a les parents, le coach, les grands-parents, qui vont tous être des énormes manipulateurs et qui vont agir pour leur propre intérêt perpétuellement. Et donc on va vraiment avoir en tant que spectateur ce point de vue là sur le film, et on va avoir un travail assez impressionnant, notamment sur le son, où en général avant chaque action on va d'abord percevoir le son. Par exemple pour le ski, on va avoir donc plusieurs plans comme ça à ski, et on va d'abord entendre le bruit des skis sur la neige, des dérapages et tout, avant d'avoir l'image. Et puis on va avoir tout un côté un peu enquête, et on va vraiment déjouer nos attentes. À plein de moments on pense découvrir une chose, et en fait tu fais ah oui non c'était pas ça. Et donc c'est un film qui tient vraiment en haleine, qui est magnifiquement filmé. Et voilà, je conseille vraiment de le voir. Un vrai thriller, du coup. Ouais, un vrai thriller, et en même temps, voilà, comme je disais, il y a cette douceur qui est amenée par l'enfance, et du coup, ça nous donne un peu comme presque un peu d'espoir sur ça. Mais voilà, mais ouais, les adultes, catastrophique. Et sacré programme que ça a été ce Cannes jour 3. On a tous vu beaucoup de films. J'ai vu 5 films, c'est moi qui ai vu le plus de films. C'est vrai. C'est moi qui ai gagné. Ouais, moi, le dernier film, j'ai fait non. Refus d'obstacle. Ce sera sans moi l'équipe. En tout cas, ce Cannes se présente bien. Très hâte de voir. C'est trop bien. En vrai, moi, je m'éclate. On a pris le rythme du festival, là, un peu. Ouais, ça y est, on a un rythme. Vive les cafés gratuits. Oui, hein. voilà. On a un rythme de croisière. On a un rythme de croisière qui est un film, délétère. Un passage à la terrasse, un café, film, un on espresso. descend. Un film, un espresso. C'est vraiment ça constamment.
Et sans manger aussi, d'ailleurs. Mais si, il y a des choco chips, pardon. Il y a des Les choco chips, on n'est pas sponsorisé, ça manque. L'année prochaine, je suis chaud pour avoir une sponsor choco chips. Rendez-vous demain et n'oubliez pas pour suivre nos aventures sur la croisette, ça se passe sur Instagram à @vendredi ciné. On se retrouve là-bas et prenez soin de vous, à demain. Prenez soin de vous. Des bisous. Ça va trancher, chérie. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher.